Ok, il est exactement 21 heures à ma montre, GMT, et on reçoit un big boss, on reçoit un mentor personnel, on reçoit quelqu'un qui vraiment nous motive, qui est une muse, comme j'ai l'habitude de dire pour nous les jeunes, et qui a accepté avec beaucoup d'humilité, avec son calendrier très chargé, de nous partager justement ce savoir qu'il ne cesse en fait de distiller depuis des années pour permettre à tous ces jeunes-là qui sont passionnés comme nous de technologie, pour pouvoir justement utiliser à bon escient les technologies et permettre en fait à l'Afrique, comme il a l'habitude de dire, de courir pendant que les autres continents justement sont en train de marcher pour rattraper ce gap technologique-là. J'ai beaucoup de difficultés à le présenter. Je pense qu'il pourra mieux le faire, mais c'est quelqu'un qui a vraiment marqué mon existence, je pourrais le dire. Je prends déjà une première anecdote. Nous organisons la journée du coach, je pense qu'il y a 3 années en arrière. Je suis déjà en avant avec une première équipe à Yamoussoukro. On m'appelle, on me dit, écoute, Léger à la gare, il est avec Serge Komi, il viendra avec nous. Dernier élément, on me fait savoir qu'il y a une urgence de dernière minute, ils ne pourront pas être là. Oh, il dit, mais je ne peux pas croiser ce grand homme-là. Mais on garde espoir, on continue de travailler. La seconde édition 2018, ESATI, encore le grand frère accepte justement de nous accompagner et il vient. Mais là, c'est le feu dans toute la salle, standing ovation après son intervention parce que justement, il touche des points saillants, il touche en fait, on dirait, la gangrène qui est dans le milieu technologique, surtout ivoirien, et même pourquoi pas au niveau de la sous-région. Bref, ça fait exactement, on va dire, un moment, depuis le 1er avril, que nous avons lancé une série de webinaires et nous avons jugé à justice de permettre qu'il y ait un grand homme qui clôture cette série de webinaires. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous M. Léger Diba qui prendra la peine justement de se présenter. Soyez très attentifs à tous les internautes qui sont sur Facebook, qui sont sur YouTube, qui nous suivent en direct. N'hésitez pas à poser les questions parce qu'au-delà même de la formation, je pense aujourd'hui, on aura aussi droit à des questions, à un retour d'expérience. On aura droit également à des conseils pour aller vraiment très loin. Et c'est vraiment un honneur de recevoir un grand homme, comme je le disais d'entrée. Je ne vais pas faire long. Je laisse la place au Big Boss, comme j'aime l'appeler. Et puis, soyez très attentifs. Vous aurez une série de questions-réponses pour ceux qui peuvent nous rejoindre avant qu'il ne soit 30, parce qu'à 30, on va fermer en fait la salle sur Telegram, sur Zoom. Et vous pourrez suivre simplement sur les réseaux sociaux. Donc, si vous pouvez nous rejoindre, les liens sont là sur la page de la journée du code. Les directs sont lancés. N'hésitez pas. Et puis, bon, bonne formation, bon séminaire à nous tous. Merci. Bah écoute, après ce que tu viens de dire, je ne sais pas si je dois dire quelque chose. Hein. tu m'as tellement flatté. Donc, écoute, merci Noélie. Moi aussi, je te suis depuis 2017. Bon, bien avant avec Obgis. Je connais ta passion au niveau des technologies. Je connais le sacrifice que tu es en train de faire. Je pense que c'est, avant de parler de moi-même, tu vas me permettre de parler de toi. On a longuement discuté virtuellement. On a eu physiquement aussi l'occasion de discuter. Je pense que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, surtout l'Afrique de l'Ouest, a besoin, on va dire, de components. On va parler de ça. Hein. Alors, des composants, ceux qui font Angular, ceux qui font SPA, ils savent ce que je dis. L'Afrique de l'Ouest a besoin de composants. En fait, des composants catalyseurs, des composants, on va dire, rassembleurs, okay, des composants motivateurs, des composants instructeurs, mais le tout pour former quoi? Pour former une grosse communauté. Écoute, je vais pas donner un exemple. Il y a un monsieur qui a une expérience aux États-Unis, qui a une formidable expérience, qui partage avec tout le monde.
Il est là, connecté avec nous. D'ailleurs, je le salue au passage. Abou, je te salue. Ben, écoute, il faut voir ce qui se passe en Afrique centrale, en Afrique australe, etc., etc. Tu prends le cas GBA. OK, donc, écoute, c'est une initiative que, voilà, qu'on a besoin en Afrique de l'Ouest. Il y a Akili qui est là avec Abou. Moi, je pense qu'on a besoin vraiment, écoute, de gars comme lui, de gars comme nous, OK, et de gars comme vous, pour qu'ensemble, ce n'est pas Abou seulement qui va développer l'écosystème IT en Côte d'Ivoire. Hein. Ce n'est pas moi seulement, ce n'est pas toi, mais c'est la jonction d'efforts hein, et d'initiatives. Par exemple, ton initiative, c'est quelque chose, l'initiative de Côte d'Ivoire, c'est quelque chose, et les initiatives comme Abou qui vient en tant qu'entrepreneur, qui crée des sociétés, qui forment des gens from scratch et qui les fait bosser sur de vrais marchés, je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment vulgariser. Malheureusement, avec le système français, ben écoute, on est vraiment très loin de la réalité. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi dormir pour dire que, écoute, on ne va jamais atteindre un certain niveau. Il ne faut jamais dormir. Et c'est des initiatives comme ça qu'il faut vraiment saluer. Et je salue ton initiative. Je salue les grands frères qui sont derrière, qui t'encadrent, okay, qui te donnent des conseils. C'est une très, 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 très bonne initiative. Ben écoute, pour moi, je suis Léger Diba, hein, je suis un consultant, solution architect, et je suis Microsoft MVP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Most Valuable Professional. C'est des technical leads qui sont reconnus par Microsoft à travers leurs activités, et nous sommes évalués chaque année. Ce n'est pas un titre perpétuel. Je suis à mon 4e MVP. Donc, certains en ont 10, 12, 15. Donc, voilà, moi, l'objectif, c'est d'y aller mollo. Donc, en Afrique de l'Ouest, je suis le premier. En Afrique de l'Ouest et du centre francophone, bien sûr. Maintenant, il y a Gore, il y a un Togolais qui est venu. Et l'objectif, c'est d'avoir le maximum de MVP pour Microsoft ou pour une technologie. Je pense qu'il est temps aussi que, bon, ça, j'en parle avec Abou et toi. Je pense qu'il est temps que nous-mêmes, qu'on puisse créer notre propre MVP pour l'Afrique de l'Ouest, pour regarder dans l'écosystème IT, décorer les jeunes qui font d'excellentes choses. Okay? Je pense que même si on n'a pas à donner beaucoup d'argent comme les autres, mais au moins le fait de les décorer, le fait de les donner un award, c'est quelque chose qui va un peu propulser leur mindset et qui va leur encourager pour mieux, on va dire, entreprendre. Donc, la séance d'aujourd'hui, je pense, on va parler de DevOps. OK? DevOps, on a tellement entendu parler de ce nom. Certains disent qu'ils sont ingénieurs DevOps. Bon, OK. Moi, ça ne me gêne pas, mais si tu connais la définition de DevOps, le mot ingénieur DevOps pose un peu de problème. Bon, je ne vais pas rentrer dans des débats philosophiques, technico-philosophiques, mais DevOps, c'est une philosophie, c'est un mindset, c'est un comportement. Okay? C'est une manière de vivre pour les développeurs. Okay? On a parlé de méthodologie agile, on a parlé des déploiements, etc., etc. DevOps, c'est une manière de regrouper l'ensemble des stakeholders d'un projet, en vue de produire ou bien on va dire de fournir un produit de qualité. La définition la plus basique de DevOps, c'est ça. La jonction des forces, les forces métiers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas techniques, donc les forces business, les forces IT. Quand je dis les forces IT, il y a les forces, on va dire software, et les forces hardware, parce que vous avez entendu parler des battles entre, voilà, j'ai développé mon application, dans mon environnement, ça marche, mais à chaque fois que je le balance dans le serveur des gars qui sont infrastructure, ça ne marche pas. Bon, c'est tout le temps un battle entre, et pourtant nous sommes IT. Nous sommes là pour œuvrer pour que le produit puisse satisfaire le client final. Mais le client final est là, il envoie des messages, mais qu'est-ce qui se passe? On dit non, on l'a testé chez nous, ça marche, mais les serveurs ne marchent pas. Donc, c'est pour éviter tout cela, on parle de dev et de ops. Donc, en anglais, c'est the union of people, product and process to enable continuous integration of value to the end users. Donc, l'objectif final du DevOps, c'est de délivrer un produit qui puisse répondre à 99,99%, on va dire, je ne veux pas dire répondre, mais qui épouse à 99,99% les besoins des utilisateurs. Alors,
attention, il y a les besoins présents parce qu'au moment de développer l'application, il y avait, on va dire, une situation qui était là. Mais pendant le développement, les gens se sont rendus compte que, attends, il faut qu'on puisse changer quelque chose. Donc, les besoins évoluent. Et même si l'application est en production, vous allez voir que les besoins vont toujours augmenter. Si votre application est vraiment, on va dire, user-friendly, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans le monde du développement, ce qu'on appelle le UX, User Experience. OK? Bon, maintenant, ça, c'est une définition globale de DevOps. Pour implémenter DevOps, puisque c'est un mindset, c'est une philosophie, il y a des outils qui nous aident à pouvoir implémenter cet outil-là, ce comportement, cette façon d'être dans le travail. Il y a beaucoup d'outils. Okay? Vous avez des outils open source, vous avez d'autres outils. Moi, j'ai décidé de me consacrer sur une plateforme depuis 2010. J'ai décidé d'arrêter tout, PHP, Java, tout, ok, de me consacrer que sur les technologies Microsoft. C'est une option, ok. Je voulais être, mon objectif c'était, quand on parle de technologie Microsoft, d'abord au Sénégal, si je ne suis pas le premier, je veux être le deuxième ou au pire des cas le troisième. Mais pour cela, je ne peux pas passer du temps à apprendre plusieurs langages. Je me focus sur un langage, je mets toute mon énergie dans ce langage. Et voilà, ça m'a valu d'avoir des awards, ça m'a valu d'avoir des nominations, ça m'a valu d'avoir des marchés, ça m'a valu d'avoir des, on va dire, un emploi. Voilà. Et j'essaie toujours d'être à jour par rapport à ce langage. OK? Donc, pour implémenter DevOps, j'ai choisi une plateforme qui est une plateforme Microsoft qui s'appelle Azure DevOps. Cette plateforme est gratuite si vous êtes une équipe de 5 développeurs. OK? Au-delà de 5 développeurs, vous devez acheter une licence pour pouvoir intégrer plus de 5 développeurs. Mais pour l'instant, cette plateforme est gratuite. Vous pouvez l'utiliser en allant sur visualstudio.com. Vous créez un compte et puis vous utilisez Azure DevOps. Tant que vous êtes maximum 5, ça va. Vous utilisez toutes les fonctionnalités. OK? Et dans Azure DevOps, vous avez quoi? Vous avez 3 modules. Module gestion de projet, c'est-à-dire là où vous allez utiliser une méthodologie agile, ok? Donc, pas la méthode agile, mais une méthode agile. Soit tu peux utiliser du Scrum, soit tu peux utiliser du XP, soit tu peux utiliser du Lean. Donc, les méthodologies agiles, c'est plusieurs méthodes. Donc, moi, j'utilise, comment dire, Azure DevOps avec Scrum. Donc, j'utilise Scrum pour la partie gestion des projets, gestion des équipes de développeurs. Maintenant, il y a une autre partie, ce qu'on appelle le CI, Continuous Integration. Quand vous développez votre application, vous devez vous pusher sur une branche et vous devez déclencher les builds automatiques. Il faut que ce que vous pushez puisse être build. S'il y a des warnings, s'il y a des erreurs, le système vous signale. Et bon, si vous êtes comme moi, je n'aime pas faire un build et de voir des warnings. OK? Je ne parle même pas d'erreurs. Erreur, cela veut dire qu'on ne push pas. Mais au moins de voir des warnings dans une application, j'ai horreur de ça. OK? C'est viscéral. Alors, quand vous avez fini avec CI, donc Continuous Integration, il y a CD. CD, c'est Continuous Delivery. C'est-à-dire ce que vous avez buildé, vous devez déployer ça sur une ou plusieurs plateformes ou un ou plusieurs environnements. Vous pouvez créer un environnement de dev, un environnement QA, un environnement pré-prod, un environnement prod, ou bien vous créez un environnement dev, QA et prod. OK? Et avec ce même outil, donc on n'a pas plusieurs outils. Certains outils open source, tu as un outil pour CI, un outil pour CD, d'autres ont un outil CI/CD, mais pour la gestion de projet, tu utilises un autre outil, etc. etc. Donc, Azure DevOps, c'est un all-in-one. Donc, vous avez tout dans Azure DevOps. Donc, on a beaucoup parlé. Je vais essayer, vous allez me permettre on va dire, partager mon écran. Alors, OK. Donc, je vais utiliser ça. Bon, je vais prendre mon écran et voilà. OK. Je pense que tout le monde voit mon écran. Oui, c'est bon. OK. Donc, pour pouvoir utiliser Azure DevOps, vous pouvez aller sur directement,
tapez visualstudio.com. OK. Quand vous tapez visualstudio.com, vous allez directement voir les produits qui sont là, Azure DevOps, ou vous tapez sur dev.azure.com. Voilà, dev.azure.com. OK. Bon, moi, puisque j'ai déjà un compte, il va m'amener directement dans Azure DevOps. Alors, on va créer rapidement un projet. Vous allez voir. Ici, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un projet qu'on a déjà. Bon, écoutez, je vais prendre voilà. Je vais prendre celui-là. Non, je vais prendre. Non, ça c'est confidentiel. Je vais prendre un autre projet. Je vais prendre ce projet. Azure DevOps pour les nuls. OK. Ici, j'avais dit qu'il y a 3 parties. La première partie, c'est Boat. La deuxième partie, c'est Repo. Et la troisième partie, c'est Pipelines. Maintenant, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, maintenant, c'est des components. Overview, c'est un component. Boat, c'est un component. Repo, c'est un component. Pipelines, c'est un component. Test plan, c'est un component. Et Artifact, c'est un component. Un component veut dire quoi? Si vous allez sur GitLab, sur GitHub, etc., vous pouvez installer simplement Boat. OK? Sorry. Si vous allez sur GitLab, vous pouvez installer simplement Repo ou installer Pipelines pour le Continuous Integration et Continuous Delivery. Bon, allons voir la partie Boat. Alors, dans la partie Boat, c'est là où vous créez les work items. Alors, c'est quoi un work item? Aujourd'hui, vous avez un projet, vous avez les TDR ou bien vous avez ce qu'on appelle les requirements. Vous utilisez les requirements pour créer ce qu'on appelle un user story. OK? Ici, par exemple, quand je crée un nouveau work item, il me dit ce work item, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est un epic? OK? L'epic, je rappelle, c'est un objectif commercial à atteindre sur une fonctionnalité. OK? Donc, est-ce que c'est un feature? Est-ce que c'est un issue? Est-ce que c'est un task? Est-ce que c'est un test case? Est-ce que c'est un user story? Alors, si je dis que c'est un user story, vous allez voir, à ce user story, je dois remplir beaucoup d'éléments. Je dois énoncer le user story. Alors, ceux qui ont fait la programmation et qui ont fait un peu, ils savent ce qu'est un user story, comment énoncer un user story. En tant que tel, je dois être en mesure de faire ceci. OK, donc on énonce en tant que l'utilisateur, je dois être en mesure de faire quoi? La fonctionnalité. Et c'est cette fonctionnalité qu'il faut implémenter. OK, donc ici, on donne le libellé du user story. Et ce user story est assigné à qui? Voilà mon équipe de développeurs qui est là. Stéphane Migon, OK, Léger, moi-même, Abou Aou. Il y a d'autres développeurs, mais je pense que je ne les ai pas intégrés dans ce projet-là. OK, donc je peux dire que c'est Abou Aou. Ensuite, il me dit le state, c'est un nouveau. OK. Ensuite, la description, acceptance criteria, le planning. Donc, au niveau planning, on va voir le story point, ceux qui ont fait Agile. Ils connaissent un peu la philosophie agile, OK, comment ça se détermine, le story point. La priorité, OK, maintenant, c'est des conventions, c'est-à-dire ce qu'on appelle convention over configuration. Alors, au lieu de parler de règles figées, on prend une convention avant de pouvoir s'asseoir et définir les user stories. Alors, c'est quoi la notion de priorité? C'est quoi priorité 1? Est-ce que c'est la priorité la plus importante? C'est quoi la priorité 2? C'est quoi la priorité 3? Alors, ici, pour nous, quand on dit priorité 1, c'est haute priorité. OK, plus le numéro de priorité est faible, plus la priorité est importante. Donc, quand je dis priorité 1, c'est extrêmement urgent. Et jusqu'à priorité 4, on peut customiser les priorités. Donc, c'est un logiciel aussi customisable. OK, le business value, même chose. Est-ce que c'est architectural ou c'est business? Donc, pour chaque activité, on peut scinder. Maintenant, dans les discussions sur ce user story, je peux taguer des gens en mettant, par exemple, voilà, quand je mets arrobase Abou Aou, as-tu fini ce US, user story? OK, pas United States. Hein. OK, etc., etc. Donc, ça, c'est un exemple. Dans Boards, voilà. Dans Boards, nous avons un tableau, un Kanban board.
où nous avons la liste de nos activités. Ici, par exemple, je peux faire un item, je dis création menu, OK. Ensuite, je mets new. Ensuite, je lui dis création, d'abord architecture de la solution. OK. Nouveau item, etc., etc. Validation, architecture, etc., etc. Donc, voilà. Alors, ces éléments-là peuvent être affectés à une ou plusieurs personnes. Par contre, quand je clique sur un élément, le user story s'affiche et je peux l'affecter à quelqu'un. Je me l'affecte, validation de l'architecture, je mets save. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ici j'ai mis save and close et close. Alors, je vais faire ceci, OK. Donc, je peux avoir flow. Alors, quand je mets follow, cela veut dire que je veux suivre la validation de l'architecture. C'est très important de voir ça parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir. Alors, vous voyez ici, le state, c'est toujours new. Maintenant, je peux changer le state ici à active. Regardez ce qui se passe. C'est vraiment très dynamique et très interactif. OK, je vais mettre ça en bas. OK. Quand je mets ici, par exemple, je vais dire c'est Abu Aou. OK, je vais mettre save. Après, je vais close. Et ici, je vais mettre Stéphane Migon. Je sélectionne, je mets Stéphane Migon. OK, Migon. Et je mets save and close. OK. Donc, quand mon boss a le même écran que moi, il sait, par exemple, sur notre tâche de travail, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui a été résolu, etc., etc., resolve. OK. On va dire que ça, c'est closed. Maintenant, il faut définir chaque concept de ces informations-là. C'est quoi la notion de resolve, c'est quoi la notion de close et c'est quoi la notion de done. OK? Chez vous, quand on dit qu'un user story est clôturé, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit un user story est done, qu'est-ce que cela veut dire? Done veut dire quoi? En tant que développeur, c'est quoi done? Mais en tant que client, c'est quoi done? Donc, done veut dire quoi? Est-ce que le client a signé pour dire que ce module est conforme à ses attentes? Ou bien les développeurs ont dit que ce module, ou le chef, on va dire le technical lead, donne sa signature pour dire que c'est OK pour lui. OK, donc ça, c'est très important. Donc, etc., etc. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les backlogs, OK, les sprints, on peut définir les sprints à partir d'ici. Sprint numéro 1, sprint numéro 2, on a les user stories. Donc, ma première itération ou mon premier sprint, c'est itération 1. Ensuite, itération 2, je mets user story 2, etc. Je vais encore bouger. User story 3 dans itération 3. Donc, c'est-à-dire, c'est mes sprints. Donc, j'ai 3 sprints. Et chaque sprint, je peux donner une date de début et une date de fin pour paramétrer tous ces éléments. Donc, OK. Donc, ça, c'est vraiment la méthodologie standard. Maintenant, je peux voir aussi dans Azure Boat, j'ai ce qu'on appelle query. Imaginez, j'ai 50 projets à gérer et on me demande une question spécifique sur l'état de tel projet. Donc, c'est très simple. Je vais mettre simplement un new query. Dans New Query, je vais dire quels sont les work items dont la valeur est égale à, par exemple, je vais prendre par exemple task ou user story. Je vais avoir tous mes user stories. Alors, quand je mets run query, voilà, le résultat est là. OK? Donc, maintenant, je peux dire, par exemple, quelles sont les valeurs qui ont des tags. Par exemple, quand j'ai une activité, je peux taguer cette activité. Je donne un exemple. Nous avons un composant électronique. Ce composant électronique va aller dans les compteurs et surveiller la consommation et envoyer par télétransmission la consommation au niveau de la CIE. Donc, je veux taguer ce type de work item parce que c'est très important dans la validation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée un tag. Alors, comment créer un tag? C'est très simple. Je mets it. Pour créer un tag, je crée le user story, j'ouvre le user story et à l'intérieur du user story, je vais créer un tag. Donc, je vais mettre le composant s'appelle RF480. Donc, tout ce qui est RF480, je le tag dans les user stories. Donc, à chaque phase de validation,
et modifications, j'ai automatiquement l'information. OK? Donc, jusque-là, c'est OK pour le bots. Maintenant, allons dans repo. Bon, dans repo, vous connaissez hein, ceux qui utilisent GitLab, GitHub, etc. etc. Ici, par exemple, on va utiliser Git. Hein. Microsoft a commencé à délaisser son logiciel de gestion de contrôle versionning. Et aujourd'hui, la quintessence, toutes les démos, la majeure partie, à 99% des démos, se font sur GitHub. Bon, bien sûr, vous savez que Microsoft a acquis GitHub. OK, donc on utilise ici Git pour les commits, pour toutes les activités. Donc, vous avez la possibilité de savoir qui a pushé, à quelle heure, quelles sont les pushes qui ont fait, quelles sont les activités. Les pushes sont là, OK. Les branches, quelles sont les branches que nous avons, etc., etc. OK. Les pull requests, etc. Et nous avons la partie maintenant pipeline. Bon, maintenant, moi, je veux vraiment faire une démo rapide qui va nous permettre de créer tout cela en moins de 5 minutes. OK? Tout cela en moins de 5 minutes. Donc, pour cela, je pense que je vais utiliser mon abonnement Portal. Je vais aller dans Azure. Je peux aller dans Azure ou aller directement ici, portal.azure.com. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Azure pour faire ça. Hein. Vous pouvez le faire directement dans le portail ou dans Azure. Donc, je vais rapidement ouvrir Azure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander DevOps, un projet DevOps. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai DevOps. Donc, quand je clique sur DevOps, automatiquement, je peux ajouter un projet DevOps. OK. Donc, quand j'ajoute un projet DevOps, automatiquement, il me donne un assistant. Alors, aujourd'hui, voilà les technologies sur lesquelles on peut faire un peu du DevOps. Bon, je vais mettre ça ici. Nous avons du .NET, du Node.js, OK, du PHP, du Java, un static website, du Python, du Ruby, du Go, du C. Et éventuellement, dans Node.js, vous avez tous les frameworks JS. OK, vous avez Vue, vous avez Angular, etc., etc. Alors, je vais prendre du .NET, ensuite je lui dis Next. Maintenant, si j'ai déjà un code source qui est dans GitLab, qui est dans GitHub, etc., etc., je viens pour cliquer sur Bring Your Own Code. OK? Quand vous mettez suivant, il va vous dire, donnez-moi le repository, c'est GitHub, Bitbucket, OtherGit, etc., etc. Bon, moi, ce n'est pas le cas. Je crée une application from scratch. Il me dit c'est du ASP.NET, ASP.NET Core ou bien du Simple IoT. Bon, je lui dis c'est du ASP.NET ou du ASP.NET Core. Il me dit, est-ce que l'application que vous voulez créer ou le projet que vous voulez créer va intégrer une base de données? Dès que je mets OK, il va me dire dans Azure, tu veux un SQL database. OK, quand je clique OK, il va me créer une base de données SQL Server. Mais je peux customiser, si j'ai un bon abonnement, je peux avoir Oracle, je peux avoir Formix, les bases de données IBM, etc., etc. OK, je peux avoir aussi MongoDB, OK, MySQL, etc., etc. Donc, moi, je vais utiliser une application ASP.NET simple. Et il me dit, tu veux une Windows App, une Function App ou une machine virtuelle. Ça dépend de toi. Si je veux une machine virtuelle, je clique sur machine virtuelle, il me crée ce pipeline. Je vais dire Windows App, je ne vais pas me casser la tête. OK, il me dit le nom du projet. Je lui dis, je vais dire par exemple, Live Coding DevOps. Retenez bien ce nom, Live Coding DevOps. Alors, il me dit que je n'ai pas les permissions. C'est normal parce que ce n'est pas mon organisation. Mon organisation, c'est Léger Jiba. C'est directement Léger Jiba, etc. Donc, si c'est OK, il me dit, voilà, pour ton organisation, tu peux créer ce projet qui s'appelle Live Coding DevOps. Et ensuite, la souscription, je vais prendre souscription Pay As You Go ou Azure Sponsorship. Ici, j'ai $12 000 là-dessus en tant qu'MVP. Là, j'ai $150 par mois. Et ça aussi, vous pouvez l'avoir avec une souscription Visual Studio. C'est gratuit pour ceux qui créent un compte Azure DevOps. Okay? Ou bien mon abonnement Pay As You Go. Ça, c'est pour les aspects professionnels. Donc, je vais utiliser mon abonnement Visual Studio. Et Web App va s'appeler livecodingdevops.azurewebsite.net. Et je lui dis, OK, les gars, c'est fini. J'ai monté mon pipeline DevOps
avec Continuous Integration, Continuous Delivery. Et je vais avoir dans Azure DevOps la possibilité de créer boards, de créer mes pipelines, etc., etc. Donc, on va laisser un temps pour qu'il me crée la sauce. Et dès que c'est OK, vous allez voir, le site web sera disponible, le code source sera disponible et la partie gestion de projet, Continuous Integration, Continuous Delivery est déjà, on va dire, configurée. Je ne fais que modifier, enlever des choses si j'ai des functions, Azure Function, ou bien si dans Amazon, j'ai des services que je vais appeler, ou si ma machine virtuelle se trouve dans Amazon, je change simplement l'emplacement du serveur. Je lui dis, ce n'est pas un serveur Microsoft, mais c'est un serveur Amazon, ou c'est un serveur qui se trouve dans Bluemix, etc., etc. Voilà, c'est fini en moins de 5 minutes. Là, je vais avoir accès à mes ressources. Regardez bien ce qui va se passer. Il me crée énormément de choses. Je vais faire ça. Voilà. Oups. OK. Donc, il m'a créé mon code dans Live Coding DevOps, qui sera dans Azure DevOps. Il a créé un build et il m'a créé un environnement de dev, OK, avec mon repository Live Coding DevOps. Alors, ici, vous avez la possibilité d'accéder à toutes vos ressources, OK. Donc, normalement, quand je viens ici et je mets Refresh, voilà, il s'appelle comment Live Coding, voilà, Live Coding DevOps est là. Regardez ce que Azure DevOps fait. Il m'a déjà créé mon projet. Alors, regardez dans Boards, pour l'instant, il n'y a rien puisque c'est moi qui dois le remplir. Mais le plus intéressant en tant que développeur, regardez, j'ai les codes sources de mon application qui sont développés, qui sont déployés. Et c'est déployé aussi, c'est Live Coding DevOps.Azure websites.net. Est-ce que vous m'avez vu créer un serveur? Alors, je pense que j'ai fait une erreur sur le nom. Laissez-moi voir ça. OK. Donc, je vais venir ici. Voilà. Donc, c'est Live Coding DevOps. C'est ça. Live Coding DevOps. Donc, je vais prendre ça. Live Coding DevOps. Oups. Donc, on va attendre que le système soit en place. Apparemment, il n'a pas fini le déploiement. Donc, je vais attendre quelques secondes. Je vais revenir à App Services. Normalement, ça doit être OK. Live Coding DevOps. Donc, je vais rechercher Live Coding DevOps. Donc, c'est en cours de déploiement. Donc, on va attendre. Il est en train de le déployer. OK. Donc, il m'a créé mon App Services. Il m'a créé énormément de choses. Donc, je viens simplement lui dire, OK, c'est OK. Donc, je vais cloner maintenant mon application. Regardez. Donc, je mets clone. Je copie le clone et je viens ici. J'ai créé mkdir démo DevOps Live et cd démo OK DevOps Live guide clone et je colle tout. Il va me cloner mon application que je vais rapidement ouvrir dans Visual Studio. Voilà. Donc, vous avez vu, le build est OK. Il a déjà fait le build. Donc, regardez, il m'envoie un message en me disant, bon, écoute, sur ton pipeline DevOps, Live Coding DevOps, CI, donc Continuous Integration, c'est OK. Zero error, zero warning. OK. Fail 0, pass 3, other. Total test 3, le total run duration 3. OK. Donc, c'est OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'attends. Donc, ici, c'est OK aussi, mon code. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. C'est dans Démo Live, Live Coding. J'ai mon application. Et je vais ouvrir l'application qui est là. OK. Donc, l'application est déjà nickel. Donc, ici, ce que vous faites, c'est simplement venir ici et ouvrir. À chaque modification que je vais faire,
il va générer un build et générer les modifications. Donc, on va refresh encore notre page pour voir si c'est OK. Live coding, oops, sorry. Voilà, live. On va faire ça. Hop, c'est pas ça. OK. Bien. Donc, live coding DevOps.azure website.net. Et vous allez voir que maintenant, ça va commencer à prendre forme. Voilà. Il me dit, App Service est créé, exactement. Et nous allons voir dans Pipeline. Regardez, Pipeline. Le build a été OK. C'est le message qu'on nous a envoyé. Release maintenant, normalement, il est en cours de déploiement. Voilà. Regardez dans l'environnement dev. On va regarder le déploiement. Et vous allez voir, tout ceci, je l'ai fait sans une ligne de code. Mais je peux le faire avec console Windows ou Linux. Ce qu'on est en train de faire aussi, c'est multiplateforme. Okay? Que ce soit sur du Linux, que ce soit sur du Windows, vous pouvez déployer votre application. D'ailleurs, le serveur Ubuntu est le serveur le plus utilisé dans Azure. OK, donc voilà. On va voir la progression. Il est en train de déployer le web app avec le template. Donc, il utilise le concept d'ARM. Je peux le déployer sur un conteneur. Hein. On peut utiliser Azure Kubernetes et puis on peut déployer l'ensemble des éléments, les images sur Azure. Donc, c'est vraiment comme monolithic application ou microservices. Il n'y a pas de souci. Vous allez voir que ça marche comme sur des roulettes. Alors, il est en cours de déploiement. Normalement, si je fais un refresh, vous allez voir, dès qu'il me dit que Pipeline a été mis à jour, donc c'est in progress, on va attendre un peu. Alors, je vais mettre ça ici et vous allez voir qu'il est en train de gérer les commandes, installer IIS. Donc, toujours c'est sur le D parce que le C est un disque système. Donc, évitez de déployer vos applications sur le C. OK, parce que C, c'est un disque système, donc si vous utilisez Windows, etc. Là, il est en train de déployer le code source. OK, home contact, home about, home index, share error, layout, OK, web.config, etc., etc. Un total de 117 fichiers a été ajouté. OK, et il est en train maintenant de faire les tests assembly. Test platform installer. OK, donc, dès qu'il me dit que c'est OK, je fais un refresh et bien, nous allons avoir une application qui est déjà déployée. Maintenant, à chaque fois que je fais une modification, vous allez voir, le build est automatique et le déploiement est automatique. C'est pour cela qu'on parle de continuous integration et continuous delivery. Bon, ça, vous pouvez le faire manuellement. Hein. Si vous connaissez un peu de PowerShell, vous avez la possibilité d'avoir cela sur votre console. Et écoutez, c'est un malin plaisir à voir faire manuellement ces éléments-là. Je ne sais pas, en tout cas, c'est une satisfaction personnelle de voir les choses se faire par toi-même. Bon, ici, c'est le système qui le fait. Après, tu viens, tu fais ce qu'on appelle les modifications, les customisations. OK? Donc, si je dois déployer sur une image, soit je le fais manuellement, soit je laisse le système le faire. Alors, en attendant, normalement, quand on va commencer à faire les refresh, sorry, OK. Là, dès que je fais un refresh, normalement, on doit avoir des messages, de petits messages d'erreur. OK. Ou bien le système est déjà déployé. On va voir. Alors, let's wait. OK. Donc, le système est en cours de déploiement. Ouais. On va attendre un peu. On regarde ici. Voilà. In progress. Et c'est normal. Donc, les fichiers sont en train d'être copiés sur le serveur. Donc, ici, dès qu'il nous dit c'est OK, vous allez voir que le rafraîchissement va aboutir. Let's wait. Travaille sur le port. OK. From driver. Qui nous donne toutes les informations.
Exact. Donc, le test est pushé. L'identifiant, on le connaît. C'est 1176. Donc, tout est codifié. Vous avez la possibilité d'utiliser un fichier XML, okay, ou un fichier XAML si vous faites du XAML. Vous avez la possibilité de modifier énormément de choses. OK, rapidement, je pense que c'est OK. Donc, c'est OK, cela veut dire que notre site web, bien, le site web marche. Application, Home, OK, About, Contact, etc., etc. Donc, puisque j'ai ouvert Visual Studio, je vais voir si effectivement, je veux remplacer, oui, il n'y a pas de souci. Je vais changer le framework.NET, puisque je l'ai pris de l'autre côté. Donc, il va charger le fichier. Je vais voir si l'application que je vais avoir en local, ce sera la même chose. Je vais ignorer ça. Donc, voilà, notre application est OK. Alors, je peux modifier directement sans passer par, comment on dit, sans passer par le Visual Studio ici. Alors, comment faire? Je suis obligé de venir ici, dans Repo. Repo, alors, qu'est-ce qu'on a comme menu de démarrage application? On a une phrase, par exemple, Success, OK? J'ai changé Success et changé Azure DevOps, quelque chose comme ça, des conneries comme ça. Excusez-moi les termes. Donc, je vais ouvrir application et je vais ouvrir application, je vais ouvrir index, view, home, OK, index, et je vais lui demander éditer. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Success. Et je vais lui dire bienvenue dans Live Coding Azure DevOps. OK, c'est tout. Et je mets un commit. Regardez, quand je fais un commit, je n'ai pas de Visual Studio, je n'ai rien. Il va déclencher automatiquement ce qu'on appelle le Continuous Integration et le Continuous Delivery. Le commit a été déclaré, a été fait. Regardez, le dernier commit, c'est Just Now. Je viens dans Pipeline. Regardez, il commence maintenant. Just Now, il va créer un build automatique. Quand le build automatique est fini, il va créer un déploiement automatique. Quand le déploiement automatique est fini, je viens sur mon site ici. Sorry. Ici, vous verrez la modification s'opérer. Donc, en attendant, je peux prendre les questions, en attendant de voir le déploiement, le build automatique. Si vous avez des questions, je peux répondre à ça. Alors, donc, merci déjà, c'est très fabuleux ce qu'on voit. Moi, j'aimerais particulièrement qu'on revienne sur un thème. Je pense que d'entrée de jeu, tu as essayé d'en parler, mais en même temps esquiver. Le thème DevOps, ingénieur DevOps. Aujourd'hui, on veut savoir clairement. Quelle est que ton observation justement? Il ne faut pas me chercher des histoires, hein. Je ne veux pas d'histoire. On attend beaucoup, on va en savoir plus. Bah écoute, c'est comme on dit, puisque DevOps, c'est une philosophie. OK? Ingénieur DevOps, c'est ingénieur, philosophe, technologique, quoi. C'est ça. C'est coach, quoi. On va dire release engineer, des trucs comme ça, c'est beaucoup plus parlant que ingénieur DevOps. OK? Bon, c'est mon avis personnel. Il y a eu un débat où, on va dire, juste c'était sur MVP Summit, où les gens ont débattu. Et puis bon, la majeure partie disait que c'était idiot de dire ingénieur, excusez-moi du terme. Mais bon, moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Donc, c'était mal placé de dire ingénieur DevOps. OK? Ingénieur de déploiement continu ou ingénieur des trucs comme ça, moi, je pense que c'est mieux que de dire ingénieur DevOps. Puisque DevOps, en réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on touche. Okay? C'est une manière, bon, un ingénieur électronique, on connaît. Un ingénieur développeur, on connaît, il touche du code. Mais un ingénieur DevOps, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend la philosophie aux gars ou quoi? OK? Par contre,
ingénieur CI/CD, bon, DevOps n'est pas que Continuous Integration, Continuous Delivery. Il faut que tout le monde le sache. Continuous Integration, Continuous Delivery, c'est une partie de l'implémentation de DevOps. Mais DevOps n'est pas simplement Continuous Integration et Continuous Delivery. CI/CD, CI et CD, si vous dites que c'est ça DevOps, c'est de prendre on va dire, les 50% de DevOps, de dire que c'est ça. C'est absolument faux. OK? C'est autre chose. OK? Donc, c'est ça, quoi. Donc, dire ingénieur DevOps, ça ne sonne pas bien, en tout cas, dans la mentalité néandertalienne. Voilà. OK. Okay. Donc là, il est en release, donc il va déployer. Donc, il a fini de... Bon, à chaque fois, il m'envoie un mail. Hein. Il m'envoie un mail pour me dire que le déploiement a été fait. OK. Ensuite, maintenant, quand il finit, je suis dans release, oui. Dans release. Quand il finit, je vais faire un... Oh, sorry. Oups, voilà. Je fais un refresh pour voir si effectivement, ce n'est pas encore fait. On va attendre. On va regarder les autres releases, voilà. On attend que ça se fasse. OK. Le partage a été coupé. Hein? Le partage a été coupé. Ah, sorry. Le partage a été coupé. Partagé. OK. Donc, voilà. Il est en train de déployer. Update. Donc, notre comité là. Le build est success. Donc, on attend que on va run une release. Run sur la dernière version. Voilà. Voilà, release est toujours en cours, donc il est en train de déployer. Voilà, donc vous allez voir le processus de déploiement ici. Il est là, je suis dans mon environnement de dev. Hein. Maintenant, je peux cloner l'environnement de dev en environnement QA. Et c'est simplement mettre un clic droit et de lui dire, OK, clic droit, cloner en dev, cloner dev en QA. Et maintenant, les modes de déploiement, on va dire, pour passer de dev à QA, est-ce qu'il y a une validation? Donc, tout ça là, il y a un workflow qu'on peut mettre en place et qui permet un peu de donner sens à tout ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, on peut faire des triggers, éditer et voir le processus de déroulement de tout cela. Donc, on va laisser finir. Je pense qu'il reste quelques secondes pour finir la progression. Donc, je vais prendre peut-être une autre question. S'il y a une question. OK, donc on demande en même temps aux internautes ou à ceux qui sont justement dans la salle Zoom d'ouvrir le micro et de poser des questions s'il y en a. OK, sorry les gars, sorry. Je vais ouvrir là. Je suis connecté. Hein. Donc, en attendant que les gens ne reviennent, on dit déjà merci au grand frère Abou qui fait beaucoup pour nous, à tous nos partenaires, 10 000 codeurs, Côte d'Ivoire, qui ont permis justement à cette première saison de webinaire de bien se dérouler. On va revenir là-dessus tout de suite après la série de questions-réponses. Alors, on a déjà une question sur Facebook d'Alex Dominique oui. qui nous demande comment se font les paramétrages des tests d'intégration. Alors, vous intégrez ça dans votre, comment on dit? Alors, ici, on peut avoir deux types de tests. Des tests statiques. On peut avoir deux types de tests. On peut avoir des tests statiques et des tests dynamiques. Les tests statiques, c'est des tests qu'on fait directement sur la plateforme. Et les tests dynamiques, c'est des tests qu'on fait directement dans votre IDE. Par exemple, moi, sur Visual Studio, je crée un projet de test. Et dans ce projet de test, je vais mettre
mes tests de code. OK? Donc, ici, par contre, vous avez le test plan. Dans le test plan, vous pouvez automatiser vos tests ici directement. OK? Donc, vous allez test plan, progress report, parameter, configuration and run test. Mais ici, dans Continuous Integration et Continuous Delivery, il y a une partie test qu'il va chercher dans votre code source. S'il voit les extensions de test d'application, automatiquement, il va run le test. Si le test est fail, le déploiement n'est pas automatique. Donc, c'est la loi du tout ou rien. Soit le test passe, soit le test ne passe pas. Donc, ici, apparemment, le déploiement a été fait. Donc, quand je mets refresh, regardez, le refresh est fait et bienvenue dans Live Coding Azure DevOps. Donc, là, vous voyez, le code qu'on avait modifié à ce niveau-là dans repo file, OK, application, simple application, view, home and index. Voilà ce que nous avons mis. Bienvenue dans Live Coding Azure DevOps. Et c'est ce que nous avons obtenu à ce niveau-là. Bienvenue dans Live Coding Azure DevOps. Donc, notre pipeline marche sans problème. OK? Donc, voilà ce que je voulais vous montrer dans Azure DevOps. Il y a énormément d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, nous avons, par exemple, au niveau test plan, nous avons les tests automatisés. Alors, ces tests automatisés, vous pouvez créer un nouveau test plan. Dans le test plan, vous donnez le nom du test. OK? Maintenant, le test, vous pouvez faire le test à deux niveaux. Un test manuel et un test automatique. OK? Nous utilisons, par exemple, nous avons les différents projets open source dans .NET qui vous permettent de tester votre application et de mettre des workflows pour dire, OK, si le test ne passe pas, ne push pas. Donc, quelqu'un ne peut pas pusher. Donc, vous ne pouvez pas pusher tant que le test ne passe pas. Donc, vous avez vraiment un ensemble de test plans qui sont là que vous pouvez dérouler sans problème. Donc, avec execute, avec chart, etc., etc. Donc, voilà un peu, il y a énormément de choses à faire dans Azure DevOps. Je pense qu'une séance d'1 heure de temps ne nous suffit pas. Je vais peut-être m'arrêter là. En attendant, je vais toucher les codes sources dans mon GitHub. Donc, c'est Gbox. Quand vous allez sur GitHub, vous tapez Gbox, les codes sources seront disponibles. Donc, la même chose est disponible sur PHP. Quand je dis PHP, c'est tous les frameworks PHP. Si vous faites du Drupal, OK, vous faites tout ce que vous voulez dans PHP, vous pouvez utiliser Azure DevOps. Voilà. Vous faites du Java, vous faites des frameworks JS, donc tous les frameworks JS, vous pouvez utiliser Azure DevOps. Et il y a une riche documentation. Quand vous allez sur microsoft.com/learn, vous avez la documentation pour faire d'excellentes choses. Encore une fois, Azure DevOps est gratuit si vous avez que 5 développeurs. Mais au-delà de 5 développeurs, il vous faut des licences. Merci. OK, vraiment, merci beaucoup au grand boss Léger Diba. Du coup, moi, je vais introduire la série des questions, vu qu'aujourd'hui, c'est, comme je le disais en même temps d'entrée, ça pourrait être aussi un retour d'expérience. Donc, ma question, elle a deux volets tout de suite. Déjà, je serais intéressé que tu puisses nous partager justement ton parcours professionnel et à côté de ça aussi ton parcours associatif parce que tu es quelqu'un de très engagé et c'est important. Je note justement à juste titre l'initiative même que tu as introduit en ce sens qu'il faudrait avoir des awards, pourquoi pas, au niveau local, pourquoi pas sous-régional aussi. Et puis, c'est déjà une superbe idée. Donc, je serais intéressé justement par le parcours professionnel pour ceux qui nous suivent, pour comprendre également tout ce parcours-là et également le parcours associatif. Merci. OK, écoute, je suis ingénieur de conception. Après, j'ai fait une série de certifications sur Microsoft. Et ensuite, je suis certifié Linux aussi, LPI 101, 102, 201, 202. Mais après, j'ai abandonné tout. Mon fils aîné s'appelle Linux. OK, tellement que tellement que j'étais omnibulé par Linux. Moi, tu me parlais d'autres choses. Je ne croyais pas à autre chose. Je croyais qu'en Linux.
Bon, après, maintenant, mais la réalité professionnelle te rattrape parce que, bon, avec Linux, je ne m'en sortais pas. J'étais l'un des meilleurs, mais les niveaux salariales en ce temps étaient un peu de trucs. Donc, j'étais obligé d'aller vers du Microsoft où il y avait du Windows Server. On va dire 80% des entreprises étaient sur du Windows, OK, Office, OK, Visual Basic. En ce temps, c'était Visual Basic. Donc, j'ai tout fait pour être excellent en Visual Basic. Donc, voilà, j'ai commencé à... Et c'est un ami qui s'appelle, paradoxalement, hein, je détestais Microsoft. Et c'est un ami qui s'appelle Amadou Dafé, qui est venu, qui m'a dit, bah, écoute, toi, tu parles d'Android, tu parles de Java, mais arrête, je vais te montrer quelque chose sur C Sharp. En ce temps, je pense que c'était les beaux jours de C Sharp. C'était au commencement de C Sharp. Donc, je lui dis, Amadou, il faut arrêter, quoi. Moi, je ne suis pas dans cette connerie de Microsoft. Il dit, non, mais je vois une application que tu es en train de créer depuis une semaine. Mais moi, ça, je le fais en moins de 3 heures. Je lui dis, mais arrête tes conneries, là, c'est pas possible. Il me dit, bon, OK, c'est quel type d'application? Écoute, je lui raconte. Et puis, à un certain moment, le gars ouvre son laptop, il démarre Visual Studio. Je pense que c'était Visual Studio 2009 ou Visual Studio 2010, un truc comme ça. 2012 ou 2013, un truc comme ça. Donc, il démarre, commence à coder. Ce qui m'a vraiment épaté, c'était d'abord la déclaration des classes. Il faut mettre, par exemple, la variable, son getter, son setter. Mais lui, il mettait un prop, il double tabule et puis il lui génère tout cela. Bon, mais c'est en une seule ligne, hein. C'est-à-dire, si tu veux déclarer une variable qui s'appelle x, donc tu mets public int x entre crochets get virgule set virgule et tu fermes, c'est tout. C'est-à-dire c'est et le getter et le setter. Donc une ligne de déclaration. Donc j'ai dit ok, bon, ça il n'y a pas de souci, c'est cool. Mais bon, what else? Mais le gars a commencé à build une application. J'ai regardé la facilité avec laquelle l'outil Visual Studio qui te générait, en ce temps, si j'étais dans NetBeans, et NetBeans n'était pas assez avancé. J'ai détesté Eclipse parce qu'il fallait, même pour créer une fenêtre, soit télécharger une bibliothèque ou coder la fenêtre. Moi, j'avais horreur de ça. Je vois le gars, il commence à générer ses boutons, etc., etc. Avec le scaffolding, le gars, il me génère un application DB context et puis il génère les vues et les contrôleurs. Je dis, putain, mais c'est quoi ça encore? J'ai rien dit. Je suis parti dans une librairie qui s'appelle Cadvon. J'ai acheté un livre de presque 4000 et quelques pages qui s'appelle La Bible du programmeur. Et depuis ce jour-là, je suis resté chez moi pendant 2 semaines sans sortir pour bouffer ce livre-là. J'ai dit vraiment bouffer, quoi. Je l'ai dévoré. Et voilà, il m'a vraiment aidé. Et après, quand j'ai fait ça, j'ai dit, bon, écoute, je ne vais pas continuer à faire beaucoup de choses. Je vais me consacrer à ça parce que je pense que j'aime ce langage-là. Et c'est comme ça, pendant plus de 6 ans, 7 ans, je n'ai rien fait d'autre que du C#, que du .NET. Et il n'y a pas un projet sur lequel je ne peux pas travailler parce qu'on va me dire que non, c'est du Microsoft, ça n'existe pas. Aujourd'hui, Microsoft a bien compris. Microsoft aujourd'hui est l'un des plus grands contributeurs sur le monde open source, sur Linux, sur Git, sur les initiatives open source. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avancer sans open source. Et heureusement, le nouveau directeur, qui est Satya Nadella, a compris. Donc, du coup, moi, je ne dis pas d'aller sur Microsoft, mais je dis si vous aimez ce que vous faites, si vous aimez Java, arrêtez de faire autre chose. Moi, je ne suis pas du genre à dire non, je sais faire C, je sais faire C++. C'est bien, il faut être, on va dire, multi-language. Mais pour moi, excusez-moi du terme, je vais être franc avec vous, c'est des conneries. Si Java vous permet de faire tout ce que vous voulez, les gars, pourquoi vous allez chercher ailleurs? C'est comme une femme. Si vous avez une belle femme et que vous faites confiance à votre femme, pourquoi aller chercher une deuxième femme? Je ne veux pas. Moi, ma femme, C# me suffit. Donc, moi, aujourd'hui, je suis marié avec C#. Je me suffis à C#. Et puis voilà, si quelqu'un est marié à PHP, débrouillez-vous pour être l'un des meilleurs en PHP.
Si vous êtes marié à Java, débrouillez-vous pour être dans la crème de Java et participez à tout ce qui parle de Java. Moi, tout ce qui parle de C#, .NET, Xamarin, si vous regardez sur 100 personnes, vous ne pouvez pas ne pas avoir mon nom. Ce n'est pas possible, à moins que je sois fou ou que je fume de la mauvaise herbe. Ce n'est pas possible. Ou que je sois saoulé. Mais mon objectif pour moi, d'ici peut-être 2025-2030, si on parle en Afrique, on parle .NET. Si on parle de technologie Microsoft, on ne peut pas citer deux noms sans citer mon nom. Je suis encore très loin de ça. Mais toute mon énergie, tout ce que vous voyez derrière, c'est pour travailler pour atteindre ce niveau-là. Donc, moi, voilà ce que je pouvais partager avec vous. Ok, merci. Donc, s'il y a d'autres questions sur les réseaux, aussi dans la salle, ne soyez pas timides, toutes sortes de questions, posez-les pour qu'on puisse justement bénéficier déjà de la présence du grand Léger et puis voilà. Ça c'est Abou. Bonsoir Léger. Bonsoir Noélie. Je m'étonnais de ne pas t'entendre. Bon, on finissait quelques lignes de code là avant de bien s'impliquer. Donc, je voulais juste apporter quelques remarques et puis finir avec une question pour toi. C'est pour remarquer sur les points que tu as soulevés en début, quand tu t'es introduit. Je pense que c'était une très belle introduction et tu as touché beaucoup de points qui me sont chers et je pense à Noélie aussi. Le premier point que tu as soulevé, c'était, tu as dit que en fait, l'écosystème, c'est pas une personne, c'est pas une seule personne en fait. Et c'est un point que je pense, je me répète, Noélie le sait, à ce que tout le monde le comprenne en fait en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, c'est que pour qu'on avance, le progrès d'un, c'est le progrès de tous. Exact. C'est le fait que tu sois là, que tu maîtrises cette technologie Microsoft, ça veut dire que demain, si on a un besoin, on sait vers qui se tourner. Yeah. Et tu as l'expérience dans le domaine, j'ai l'expérience dans le domaine pour savoir que, comme tu le dis, personne ne maîtrise tout. Yeah. Et le marché est tel que le gâteau est c'est assez ouvert pour tout le monde en fait. Il y en a assez pour tout le monde. Quelle que soit ta spécialité, dans ce milieu dans lequel on est, il est tellement ouvert que tu ne peux pas faire de mauvais choix en fait. Yeah. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais que ceux qui nous écoutent, surtout les plus jeunes, qui s'en souviennent et qui sachent que c'est ça en fait. Pour qu'on puisse évoluer, il faudra qu'on le fasse ensemble. Il n'y aura pas de, comme tu as dit, la techno en Côte d'Ivoire, c'est pas Léger, c'est pas Abou, c'est pas Noélie, c'est nous tous. C'est chacun d'entre nous qui apporte sa petite pierre à l'édifice. Le deuxième point que tu as soulevé, que j'ai trouvé très intéressant, c'est ce que tu as dit. Tu as fait le choix de dire, voilà ce que je vais faire et je vais devenir le meilleur dans ça. Là, je pense que c'est quelque chose dont les jeunes devraient s'inspirer en fait et en prendre graine. C'est très important ce que Léger a dit, de se spécialiser, même si on commence toujours, on est un peu généraliste, mais il y a le proverbe en anglais dit Jack of all trades, master of none. Donc, c'est-à-dire, mais il y a une deuxième partie, les gens utilisent ça en général pour dire ouais, c'est bon d'être généraliste et tout, mais les gens oublient la deuxième partie de ce proverbe qui dit en fait, ouais, tu peux être Jack of all trades, master of none, mais la deuxième partie du proverbe que j'oublie en ce moment indique bien que c'est un négatif. Parce qu'en fait, tu ne maîtrises rien et tu peux gâter tout en fait. Exact. Donc, c'est très important, toujours à un moment de sa carrière, de faire ce choix-là, de dire voilà ce que j'ai un peu testé tout, mais voilà ce que j'ai décidé que j'aime et dans lequel je vais me jeter à fond. Et c'est en fait le fait d'avoir testé tous les autres, ça vous aide. Comme Léger a dit, il a commencé avec Linux, il a fait du PHP, il a fait du Java, mais quand il a trouvé C# et l'univers Microsoft, il s'y est retrouvé. Tout ce qu'il a appris avant, il ne jette pas ça à l'eau. C'est quelque chose qui vient renforcer en fait. Ça m'a vraiment aidé, ça m'a renforcé. Exact. Donc, c'est très important. Et pour terminer, ma question pour toi, Léger, en fait, c'est, j'aimerais savoir, tu as l'expérience entre les écosystèmes dev du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. J'aimerais juste savoir que tu partages avec nous quel
quelle est ta perspective en fait sur, tu peux un peu l'historique, on a commencé à l'époque où quand tu parlais de développeurs africains, les gens te riaient au nez. Yes. Ou maintenant, c'est quelque chose qui n'est plus aussi, qui n'étonne personne en fait. Yes. Donc, je veux que tu commentes un peu sur comment tu vois les écosystèmes dans l'Afrique de l'Ouest, comment est-ce que ça évolue, où est-ce que tu penses qu'on peut aller et quelles sont tes recommandations en fait sur ça. Ok, alors merci Abou. Je pense qu'on a partagé pendant des années des visions et des événements. Écoute, moi je vais être sincère. Je pense que l'Afrique de l'Ouest, surtout nos deux pays, je dis surtout nos deux pays, Côte d'Ivoire et Sénégal. Ok, il y a le Burkina parce que j'étais au Burkina pour créer. Bon, je suis le fondateur de A2DG, ce qui s'appelle Africa.net Developer Group. Donc, mon objectif, c'est de dire tous les développeurs africains, on doit avoir un forum, on doit avoir une association, on doit avoir notre mot à dire sur des projets. Je donne un exemple. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien veut monter un projet informatique. Mais au nom de qui et de quoi? On doit aller prendre des Indiens, on doit aller prendre des Français, on doit aller prendre des Américains pour venir implémenter le projet, alors que nous avons plus de 1000 écoles de formation en informatique. Mais les gars, mais au nom de quoi? Mais on ne va pas aller critiquer le gouvernement. Non, on doit nous critiquer nous-mêmes parce qu'on n'a aucune structure qui aujourd'hui est établie, qui peut aujourd'hui dialoguer avec ces preneurs de décisions. Donc les décisions, on les prend contre nous, en notre défaveur, et nous avons la tête pleine. La preuve, vous prenez un gars comme Abou Koné, moi je prends un, si aujourd'hui on parle d'automatisation des mairies et autres là, je ne peux pas comprendre que la Côte d'Ivoire puisse avoir un développeur aussi dingue comme ça. Vous le laissez ici pour aller prendre des Indiens ou quoi que ce soit. Mais ce gars peut apprendre beaucoup de choses à des Indiens, je le connais. Mais parce qu'on n'a pas une structure où on est capable de dire au gouvernement, bon, ok, écoutez-nous. S'ils ne veulent pas nous écouter, il suffit de faire un mouvement, tout le monde saura nous écouter. Mais les gars, il faut qu'on s'organise, les gars. On a beau être fort dans la tête, mais si on n'est pas fort dans la masse, on ne s'en sort pas. Prenez une communauté en Inde. Une seule communauté en Inde fait au moins 4 millions à 5 millions de personnes. Et c'est une petite communauté. C'est la masse. Allez aux États-Unis, Abou est là. Les Indiens sont en train de détrôner les Américains. Mais nous, les gars, c'est la matière première. Qu'est-ce que les Indiens ont que nous n'avons pas? Qu'est-ce que les Chinois ont que nous n'avons pas? Ordinateur, cerveau, c'est la volonté. On doit avoir le cœur. Les gars, moi, je ne sens pas la volonté de réussir dans ces jeunes-là. Je jure que... Regardez, pendant 8 heures de temps, il faut qu'on soit vraiment franc avec nous. Pendant 8 heures de temps, quel est le développeur qui passe 4 heures de temps à apprendre, à aller au fond des choses? Ça n'existe pas. Ils sont sur Instagram, ils sont sur LinkedIn, mais en faisant quoi? Sur Snapchat, sur Facebook, en train de commenter des conneries ou en train de filmer leur ordinateur pour dire qu'ils sont en train de travailler. Je ne dénigre personne. Je ne fais que des constats. C'est valable au Sénégal, c'est valable partout. Et au finish, on ne fout rien. On ne donne rien. Prenez un des gars qui ont la grande gueule sur Internet. Dites-leur qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie. Vous avez créé quelle application? Quel est le niveau d'utilisation de cette application? Créer 50 000 applications, c'est facile. Je peux créer une application, une calculatrice et je mets ça en ligne. Je peux créer un jeu de damier, je peux créer, etc. Mais c'est quoi la productivité? C'est quoi l'impact sur la population? Quel problème cette application vient pour régler? Ça n'existe pas. Les gens codent pour le fun. Arrêtez de coder pour le fun. Codez pour make business, codez pour régler un problème. Votre quartier, vous avez des problèmes. Votre ville, vous avez des problèmes. Votre pays, vous avez des problèmes. Mais arrêtez de coder des damiers pour venir et montrer que vous êtes fort. Non, vous êtes fort, régler des problèmes. À l'hôpital, les gens meurent. Des femmes enceintes sortent la nuit, ils n'ont même pas la pharmacie qui est ouverte. Les gars, créez des applications. Même si vous ne les vendez pas, donnez gratuitement, les gens vont vous connaître. Il faut commencer par ça. Moi, je fais un coup de gueule parce que, les gars, ce n'est pas normal. On est combien de développeurs en Côte d'Ivoire? Il est temps qu'on s'asseye.
qu'on crée une association. Diriger ou ne pas diriger, ce n'est pas ça le problème. Créons l'association. Commençons quelque chose. Ayons une masse critique. Prenons 1 million d'informaticiens dans une communauté. Vous allez voir, demain, Ouattara ou un autre président va nous recevoir. Mais tant qu'on ne fait pas ça, les gars, ça ne bougera pas du tout. Moi, avec mes MVP, c'est des gens, je donne un exemple. Microsoft, pour implémenter des projets en Côte d'Ivoire, s'il y avait des communautés, ou bien Google pour implémenter des projets, s'il y avait une forte communauté, vous pensez que Google va aller prendre 4 à 5 ingénieurs qu'il va payer 10 millions par jour ou 10 millions par semaine, OK, pour venir implémenter ça? Non. Il prend cette association, il injecte de l'argent dans cette association. C'est fait au Kenya. OK? Amadou Daffé est en train de faire un excellent travail en Éthiopie. Mais les gars, mais on attend quoi? Regardez, c'est un système anglophone. C'est comme si notre cerveau de francophone ne va pas. Ce n'est pas vrai, moi je ne crois pas en ça. Parce qu'il y a des gens parmi nous quand même qui sont en train de faire d'excellentes choses. Mais c'est petit, c'est minime. Il faut qu'on bouge les choses, les gars. Attrapons les choses, remuons-les, faisons bouger les choses. Ce n'est pas les étrangers qui vont venir développer la Côte d'Ivoire. C'est des conneries. La preuve, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays riche, mais qui repart avec les richesses. Je ne fais pas de la politique, je fais que des constats. Le développeur moyen en Côte d'Ivoire gagne combien? Le développeur français gagne combien s'il vient en Côte d'Ivoire? Mais arrêtons, les gars. Allons-y, les gars. Commençons par créer une grosse association, la plus grosse de l'Afrique de l'Ouest. Après, on va damer l'opinion aux Nigériens. C'est très difficile, mais c'est possible. Moi, je suis un rêveur, hein, mais je ne me couche pas la nuit tant que je n'essaye pas de concrétiser mes rêves. Et derrière, c'est mes rêves. Je suis en train de les concrétiser. Et j'ai d'autres rêves, je suis en train de les concrétiser. Mais pour vraiment qu'ensemble, qu'on ne puisse pas voir que Abou Koné, c'est un grand, Léger, c'est un grand, Noélie, c'est un grand, et les autres, ils sont quoi? Mais tirons-les. Mais pour les tirer, acceptons d'être ensemble. Tout le monde ne peut pas diriger. On ne peut pas tous diriger. Et on ne demande pas à diriger, on demande simplement à créer une association, à ce que les métiers, les décideurs qui prennent des décisions pour nous, sans nous consulter, que ça cesse. Mais pour que ça cesse, ayons des structures légalement constituées. Moi, c'est mon coup de gueule du jour. Voilà. Ok. Bonsoir à tous. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui, allô. Bonsoir à tous. Déjà, c'est Maurice. Allez, rapidement, là, moi, je prends le mythe quasiment à la fin. Donc, j'ai malheureusement raté la présentation, mais c'est pas bien grave. Je vais reprendre la vidéo, je pense, plus tard. Mais je voulais rebondir rapidement sur 2 points concernant la dernière intervention de notre invité du jour. Donc, je pense que les points qu'il soulève, c'est vraiment des points assez profonds, assez douloureux. Mais déjà, moi, je voulais parler je voulais partir déjà à la source, à l'une des sources du problème. Déjà, il a soulevé le point qui stipulait qu'il y a des développeurs qui ne sont pas vraiment à fond, ou bien qui font juste, on va dire, qui essaient de prouver aux gens qu'ils codent, qu'ils travaillent, alors que dans le fond, le travail n'est pas fait de façon professionnelle et autre. Donc là, moi, j'ai envie de dire que l'une des bases de ce genre de ces choses-là, c'est d'abord la formation. Et quand je parle de formation, je parle de l'école. Je ne parle pas des gens qui savent où aller trouver l'information, qui se forment, qui s'auto-forment. Je parle de l'école. Aujourd'hui, nous, on est dans un système francophone. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui s'imposent à nous, pour ne pas dire qui se sont imposées à nous depuis très longtemps. Même si après, quand on a les yeux ouverts, on peut essayer de se refaire soi-même. Mais déjà, depuis la base, il y a tout un tas de problèmes depuis la formation estudiantine, surtout dans le domaine de la tech. Donc, déjà, au niveau de la formation, les choses ne sont pas assez, on va dire, assez bien faites. Donc, comme il a dit, on a 10 000 écoles de formation, mais en fin de compte, on a même pas 100, on va dire 100 ingénieurs, mais 100 développeurs de qualité. Et ça, c'est déplorable. Donc, je pense que déjà, au niveau de l'école, déjà, il y a un problème. Ça ne va pas. Franchement dit, ça ne va pas parce que nous tous, on a été, pour ne pas dire moi, j'ai fait 2 années en école d'informatique, entre griffes, mais aujourd'hui, par rapport à ce que je sais faire, par rapport à comment je veux dire, à l'auto-formation, je me rends compte que souvent, j'ai envie de dire que j'ai perdu du temps,
Mais bon, souvent, il faut voir le bon côté de la chose aussi. Donc, je pense qu'un premier point, une première source de ce genre de choses qu'on constate aujourd'hui, c'est la formation estudiantine qui n'est pas de qualité, qui n'est pas bonne, franchement. Je ne dénigre aucune école ni rien, mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire savent de quoi je parle. On a beau vous vendre le flyers, vous vous dit école de formation en temps, tu vas faire ci en tel nombre de mois, tu vas faire X, Y choses, mais sur le terrain, on voit. À la fin, on voit concrètement c'est quoi les résultats. À ce niveau, je pense qu'il y a quelque chose à faire déjà. Deuxième chose, c'est au niveau de là où je pense que tu as parlé du fait que nos administrations publiques vont souvent chercher des étrangers pour travailler sur nos projets, souvent à l'échelle nationale. On va chercher des petits groupes d'Indiens ou de Chinois pour venir travailler sur les projets. Donc là encore, ce que moi je voulais dire, c'est que là, je pense qu'il y a un problème de mindset, il y a un problème d'état d'esprit. Il y a un gros problème d'état d'esprit parce qu'il y a des personnes au sein de certaines administrations qui connaissent des institutions, on va dire des entreprises technologiques, qui connaissent les compétences, qui savent ce que les gens savent faire. Mais à cause excusez-moi de le dire, mais c'est la réalité, à cause des dessous de table et d'un certain nombre de choses, on préfère prendre le projet, aller le donner à X entreprises parce qu'on sait que comme ça vient de l'autre côté, on pourra facilement, gonfler les tarifs, ça c'est la première chose. De deux, avoir notre part dans la chose. Souvent, ça fait qu'on laisse carrément sur le banc de touche les personnes adéquates, pour ne pas dire les entreprises adéquates, les gens de chez nous qui peuvent faire le travail, et on va chercher d'autres personnes. Donc, je pense que là, il y a un problème d'état d'esprit qui se pose. Je donne une petite parenthèse rapidement pour ceux qui connaissent bien Abidjan. Chaque décembre, dans la ville d'Abidjan, surtout au plateau, on retrouve des jeux de lumière qu'on installe un peu partout. Mais ces jeux de lumière-là, ce n'est pas une entreprise ivoirienne qui les installe, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est des étrangers qui installent les jeux de lumière. Alors qu'à Abidjan, il y a certaines entreprises qui se sont spécialisées dans tout ce qui est lumière et autres, qui posent les choses, les lumières des pharmacies et tout ça. Il y a des gens qui sont là, qui ont été formés pour ça. On a de grosses universités ici, de très grosses écoles, mais en fin de compte, on dématérialise en fait le boulot. Donc, je pense que, en tout cas, ça, c'est mon avis personnel. À ce niveau, je pense que c'est un problème d'état d'esprit. Sinon, pourquoi pour installer de simples lumières? Je peux comprendre que le savoir-faire n'est peut-être pas aussi pointu que l'autre côté, mais après on peut signer des partenariats qui vont faire que si on invite des gens à travailler, après, est-ce que ces personnes-là, on peut pas gonfler leurs honoraires pour qu'ils puissent, on va dire, transmettre le savoir-faire et plus tard, à notre niveau, ce savoir-faire-là sera redistribué et ça crée de l'emploi. Donc, je termine sur ce dernier point pour dire que aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez dit concernant l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest, moi, en tout cas, l'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin, excusez-moi du terme, mais n'a pas besoin de recevoir des milliards de l'extérieur. Peut-être que ça sort un peu du contexte, mais je vais rapidement terminer sur ça. N'a pas besoin de recevoir des sommes faramineuses de la Banque mondiale ou de je ne sais qui. On a besoin, d'un changement de mentalité. Cela va passer par la prise de conscience de nos problèmes, de nos réalités immédiates. De deux, on a besoin d'un transfert de technologie. Donc, par transfert de technologie, bon, j'aurais pu dire transfert de savoir aussi, c'est aujourd'hui, on prend des gens pour venir travailler sur des gros projets ici. Est-ce que ces personnes-là, on ne peut pas plus les payer pour qu'ils puissent former nos élites d'ici, nos ingénieurs d'ici, pour que demain, l'entretien ou bien la maintenance, pour ne pas dire, on va dire, le passage même à une autre version de ce projet-là soit assuré par nos élites d'ici. Est-ce qu'on ne peut pas faire ce boulot-là? Voilà, c'est les questions que moi, je me pose en fait. Okay. Voilà, donc c'est ma petite contribution de la soirée. Donc vraiment, merci beaucoup pour l'initiative. Comme je l'ai dit, après, je vais revoir l'intervention pour voir tout ce que j'ai malheureusement raté. Donc merci. Ok, bon, je vais peut-être dire quelques mots. Hein. Oui. Je suis parfaitement d'accord. Hein. C'est un problème politique, c'est un problème. D'abord, les écoles ici, en tout cas, je vais dire en Afrique de l'Ouest, c'est la catastrophe. J'étais professeur à Subinfo, professeur à Subdeco, professeur à Open Campus Dakar, professeur dans au moins une dizaine d'écoles. Écoutez, c'est des commerçants. Ils s'en foutent pas mal de la qualité de l'enseignement. Parce que la qualité de l'enseignement, si vraiment une école veut donner une bonne qualité d'enseignement, je ne pense pas que économiquement cette école va s'en sortir. À moins que les prix soient vraiment exponentiellement chers. OK? Parce qu'il faut qu'on puisse savoir aussi, demander à Abou, l'éducation coûte cher. Les universités ici, c'est gratuit, mais aller aux États-Unis, la gratuité, c'est mort. Hein? Donc,
l'éducation coûte cher. Donc, les gars ici, vous voyez par exemple un master où on paye 100 000, 150 000. Le professeur, on lui paye 7 000 par heure ou 5 000 par heure. Et à la limite, il est payé dans 3 mois. Et pour 3 mois, au lieu de lui donner l'intégralité de ses honoraires, on lui dit, bon, comme si on lui faisait une faveur, bon, tiens, 50%, certaines écoles, certains étudiants n'ont pas payé. Donc, dans un mois, on va te... Mais c'est la catastrophe. C'est des commerçants. OK? C'est le ministère aujourd'hui ou le gouvernement qui devait se dire. Mais c'est très loin. On va aller très loin. Les gars, Abou, avec sa structure, ils ont initié des écoles. Moi, en fait, pour moi, je suis le genre de type qui ne se plaint pas. Et je donne un exemple. Je ne veux pas le dire, mais j'ai acheté une boîte de nuit et avec le Covid, j'étais obligé de fermer. Tous les propriétaires de boîtes de nuit sont venus vers moi. On va essayer d'aller à la télé. Je dis non, moi, je ne suis pas dedans. Mais mon objectif, c'est de dire, OK, il y a un problème. Soit on continue de pleurer, soit on trouve des solutions. La solution que j'ai trouvée, c'est quoi? C'est créer un restaurant en face de mon boîte de nuit. Et les gens viennent, je fais travailler mon personnel. Les gars, on a le constat. Soit on est impuissant devant le constat, soit on essaye de prendre en main les choses. Prendre en main les choses, c'est quoi? C'est qu'Akili fait. C'est quoi? Les étudiants sont à l'école, ils sont nuls. Est-ce qu'on propose une alternative à l'école? Proposons une alternative à l'école. Moi, je vois des jeunes qui ont soif de connaissances. Proposons une alternative à l'école. OK? Laissons ce mode d'enseignement empirique qui est quoi? Vous voulez apprendre Java, il y a 58 000 chapitres en Java, tu vas dire introduction, etc., jusqu'à 50. Non, mais il y a des choses que tu ne vas jamais utiliser en Java. Faisons du practical project-based training. Formons les étudiants en leur donnant des cas réels. Il y a des gens qui ont commencé, surtout ici en Côte d'Ivoire. Abou, peut-être il va parler de cette initiative. Proposons des alternatives. Proposons une école en ligne virtuelle où les jeunes qui vont apprendre, excusez-moi du terme, des conneries à l'école, ils ont au moins une alternative à venir renforcer leur capacité. Parce que ces écoles-là vont toujours continuer à faire du commerce. Ils s'en foutent pas mal de la qualité de l'enseignement. Mais regardez, il y a des écoles qui ont eu le CAMES. Je ne dénigre pas le CAMES. Mais je vous jure que certaines écoles qui ont la reconnaissance, la validation du CAMES, c'est des torchons. Rien, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe derrière? Je ne sais pas. Mais il y a des écoles qui ne sont pas dignes d'ouvrir. Ce n'est pas normal. Maintenant, nous, tout ça là, on le constate. On laisse les gars avec le lobbying. Ils sont très puissants. Ce n'est pas de petites conférences qui va les changer. Non. Mais c'est une alternative à ce qu'ils offrent. Offrons une autre chose de plus sérieuse, de plus pratique. OK? Pour moi, c'est ça. C'est ça qui doit être ce regroupement. Nous tous, nous sommes aigris par ce système. Nous avons subi ce système. Nous sommes victimes de ce système-là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour enlever ce système? Ce n'est pas en enlevant les écoles. Ce n'est pas possible. Proposons une alternative. L'alternative, c'est quoi? Proposons une école communautaire. Par exemple, l'école communautaire veut dire quoi? Vous êtes à Esatic, vous êtes à je ne sais pas quoi, Yamoussoukro. D'accord? Mais OK, quelle école enseigne DevOps ici? Et pourtant, on cherche des ingénieurs DevOps. Continuous Integration, Continuous Delivery. Si vous n'allez pas chez Abou Koné, vous pouvez pas, à moins que vous allez sur Internet. Les Européens l'ont compris. Les MOOC en ligne. Vendez à ces étudiants de la connaissance. Les autres vont leur vendre le papier. En fait, il faut que l'école communautaire s'en foute pas mal des diplômes. Ce qu'on veut, c'est la connaissance qu'on veut donner à ces jeunes-là. Et il y a des initiatives. Moi, je suis prêt aujourd'hui à accompagner ces initiatives. Parce que bon, je vis en Côte d'Ivoire, je vis les réalités de la Côte d'Ivoire. On est venu à la base pour chercher des consultants. Noélie ne va pas me démentir. Pankoné ne va pas me démentir. On a lancé des invitations pour que les gens puissent postuler. On voulait 5 développeurs. J'ai eu 20 CV. Sur les 20 CV, je n'ai eu que 2 bons développeurs. Je vous assure. 2 bons développeurs que j'ai recrutés qui travaillaient avec le projet SRAS de la BAD, qui aujourd'hui le projet est fini. Moi, je continue à travailler comme consultant sur le projet. 2 bons développeurs.
sur des critères très simples. On s'en fout pas mal de vos diplômes. On a un test, venez faire le test. Certains ont même eu peur le jour du test, ils ne sont pas venus. Il faut avoir des couilles, les gars. Il faut le dire. Il y a des choses, c'est nous. Proposons une alternative. Regroupons-nous, proposons une alternative. Chacun va apporter de soi et puis on va régler les choses. Et demain, c'est nous qui serons menacés parce que les gens vont voir que les jeunes sont en train de se détourner du système archaïque qui est aujourd'hui en place. Mais tant que nous ne proposerons pas une alternative, les gens là vont continuer à se sucrer. Donc moi, voilà ce que je voulais dire. Comme, je ne sais pas si Abou veut intervenir par rapport à son initiative sur l'école qu'il a mis en place. Ok. Non, tu as gâté le point, je vais laisser Noélie continuer. Oui, vas-y. Non, les gens ont déjà tout dit là, j'ai vraiment rien à ajouter. Ça fait plaisir à entendre. Comme tu dis, comme je dis à Noélie, je dis toujours à Noélie, c'est un milieu qui est ingrat, mais je vois qu'on partage toujours tous la même passion et puis la même volonté de changer les choses. Quoi. Donc, c'est juste, au lieu de parler, organisons-nous dans le concret. Yep. Voilà. Vas-y. Je pense qu'on va prendre 2 questions pour ne pas vraiment maintenir les jeux. Donc, on va prendre 2. Plaisir, hein. Même si c'est jusqu'à minuit, il n'y a pas de problème. Ok, donc il n'y a pas le feu. Bonsoir. Je prends déjà une question sinon une contribution sur Facebook. Il y a Michael Dié qui dit qu'il y a aussi des jeunes Africains qui ont eu l'opportunité sur des projets et qui se sont mal comportés. Du coup, ça a aussi grillé les chances de certains. Donc, bon, ok. Donc, Ange, tu peux poser ta question. Bonsoir à tous. En fait, ce n'est pas vraiment une question. Tout à l'heure, le frère Maurice était en train de souligner un fait, comme en Côte d'Ivoire ou même en Afrique de l'Ouest, on a des écoles, entre guillemets, comme on le dit chez nous, boutiques. Donc, j'aimerais dire que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest, dans plusieurs pays d'Afrique. Moi, par exemple, je vis à Casablanca et j'ai fait une école où on dit école d'informatique, mais quand tu sors là, tu n'as pas le bagage nécessaire. Tout ce que je peux dire, c'est, comment est-ce qu'on appelle ça? Merci à Google et merci au Wi-Fi qui est vraiment abordable, qui me permet de me former en ligne et de travailler sur des projets pour rehausser ma compétence en tant que telle. Donc, ce n'est pas un problème de Côte d'Ivoire ou d'Afrique de l'Ouest. Moi, je pense que c'est un problème purement africain. Donc, nous, on avait un procès à Accra qui nous disait que les Africains, on aime beaucoup le papier, au fait. C'est-à-dire avoir le gros papier qui est écrit dessus, un gros diplôme, mais un petit Chinois va s'asseoir et il va, avec son Chinois, il va faire mais il a déjà fini de traiter le projet qu'on lui donne en moins d'1 heure, en moins de 3 heures. Exact. Pendant que nous, on est là, on a tous les gros papiers, mais on n'arrive pas, en fait, à aller au bout de ce qu'on nous donne à faire. Donc, je pense que le grand frère Léger l'a déjà dit, c'est de créer une communauté ou bien de créer des MOOC pour pouvoir aller droit au but, plutôt que d'essayer d'aller se mettre dans des écoles où souvent même on paye des millions et après on est perturbé par les formations que nous-mêmes on fait parce qu'on n'apprend quasiment rien. Donc, c'était pour ça. En fait, ce n'est pas seulement sur quelques pays, c'est dans plusieurs pays. Même, comment est-ce qu'on appelle ça? Dans certains pays anglophones ou même au Maghreb également, c'est cela. Donc, on doit faire pression sur nous-mêmes et essayer d'avoir d'autres. Exact. Excusez-moi. Si quelqu'un, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui n'a pas assez un Wi-Fi tout le temps pour pouvoir se former en ligne ou quoi que ce soit, il allait mettre les 500 000 de sa plantation dans une formation où au bout de 2 ans, il n'arrive pas à joindre les deux bouts, il n'arrive pas à être un ingénieur compétent, alors c'est un peu comme s'il a perdu son temps. Donc, voilà, c'était ce que je voulais souligner également. Donc, merci beaucoup. Ok, donc moi je pense que... Oui, bonsoir. Bonsoir les gars. Je voulais premièrement, disons, j'apprécie votre initiative parce que c'est la première fois que je participe. Bon, je ne suis pas du domaine, moi je suis mathématicien. Je vis ici à New York.
je suis enseignant contractuel de l'Université Lehman College de New York. J'ai été introduit à cette réunion par un ami Tauki. Je pense que c'est un ami commun avec Kone, Abou Kone et probablement Léger Jiba. Excusez-moi si je prononce votre nom. OK. Voilà, donc vraiment c'est appréciable et je suis très ému d'apprendre que nous avons des tels, disons, professionnels sur la matière. La question que je voudrais poser ici, c'est si vous pouvez vous réunir et puis créer une école en ligne. J'espère que ça serait une très bonne perspective en vue d'encadrer les futurs élèves et peut-être de fournir encore quelques connaissances professionnelles pour les gens qui sont déjà dans le domaine. Comme je pense bien qu'on parle de lacunes un peu partout dans l'information. J'ai une question à vous Kone. Il y a une initiative online ici aux États-Unis là où on pourra participer et apprendre. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du domaine, donc j'ai été introduit par un ami, Tauki. Je pense bien à vous le connaître suffisamment. Donc, vraiment, je suis très intéressé et je voulais bâtir un pont pour voir si je peux être de la famille. Ouais, donc, merci bien. Excellent. Ouais. Merci Suleiman. Noélie? Pour moi, Abou, moi je vais donner mon avis. Oui, vas-y. Je vais droit au but. Écoutez, pour moi, je fais des propositions parce que rien ne sert de critiquer. Je fais vraiment des choses. Je pense qu'Abou a démarré une initiative. Je pense que nous devons tous nous mettre derrière Abou. Parce que ça ne sert à rien que chacun puisse démarrer. Et c'est encore une erreur que chacun, au sortir d'ici, continue à faire ce qu'il fait de manière silo, quoi, de manière, on va dire, unique. Moi, ce que je propose, c'est qu'en Côte d'Ivoire, démarrons une initiative. Akile a déjà démarré une initiative. Mettons-nous derrière cette initiative, invitons les gens, asseyons-nous, essayons de voir comment on peut aider nos petits frères. Moi, je ne cherche pas à gagner de l'argent pour l'instant. Ce que je cherche, c'est à ce qu'on puisse avoir une masse critique qui, aujourd'hui, demain, je donne un exemple, on a besoin d'un excellent développeur Vue.js. Est-ce qu'on a besoin de faire un appel d'offres ou quoi que ce soit, ou d'aller sur Facebook, de faire des posts, etc. Il faut qu'on ait un website où la crème IT de la Côte d'Ivoire est référencée. Et ce n'est pas une initiative personnelle, c'est une initiative qui a été démarrée, et comme je l'ai dit dans mon propos, c'est une initiative qui a été démarrée. Il ne faut pas que chacun crée son initiative. Allons-y, puisqu'on va avoir une masse critique, allons-y, participons à l'initiative d'Abou. Ça ne sert à rien de recréer la roue existe déjà, utilisons cette roue. Moi, en tout cas, c'est une proposition. Parce qu'au sortir d'ici, il faut qu'on donne, on a critiqué les écoles, on a critiqué le gouvernement. Mais il faut qu'on arrête. Qu'est-ce qu'on propose réellement? On a les MOOC, ok, d'accord. Est-ce que même à, je ne sais pas, à Daoukro, quelque part, ou je ne sais pas, dans des villages où il n'y a pas Internet, ces jeunes-là, ils font partie, c'est nos petits frères, c'est nos grands frères, ok, c'est nos neveux, etc., etc. Pensons globalement à un système qui est là, qui existe, comment l'améliorer et comment intégrer une masse critique pour permettre à la majeure partie des étudiants, des jeunes qui sont là et des professionnels qui veulent aussi se mettre à niveau, parce qu'il y en a, certains sont dépassés par la technologie et ont peur d'aller dans les écoles où il y a des jeunes pour se ressourcer. Donc, cette alternative permettra à des gens
de revenir vers la technologie, de réapprendre, de se réimprégner de la technologie pour avoir encore une chance de s'auto-entreprendre ou bien de continuer le travail qu'ils sont en train de faire. Moi, c'est une initiative que je veux vraiment partager avec vous et éventuellement donner le lead à vous pour essayer de voir comment on peut organiser tout ça. Voilà. C'est un très bon point, Léger. Merci beaucoup. Je pense que pour rappeler un peu, Souleymane, pour donner un peu le contexte à tout le monde, ce meeting sur lequel on est, cette session, cette initiative Zoom sur ta passion, pour rejoindre l'esprit dont Léger parle. Je pense que Léger, c'est déjà en marche. Yeah. Côte d'Ivoire a été créée, même objectif. La journée du code existe que Noélie anime, c'est une autre initiative. Quand Noélie a lancé Zoom sur ta passion, on était sur le point, nous aussi, de relancer aussi une série de webinaires. J'ai dit, pourquoi dupliquer l'effort alors que Noélie a déjà lancé ça? C'est ça qui nous amène aujourd'hui à cette série de webinaires qu'on a fait, qui se termine aujourd'hui avec ton intervention. Et je pense que tous les propos qu'on a tenus jusque-là sont vraiment à propos. Mais je me suis aligné derrière l'initiative de Noélie et tous les points que tu as soulevés, la montée en compétences, pouvoir créer une masse critique de développeurs, c'est quelque chose dont Noélie peut-être n'en a pas encore parlé publiquement, mais c'est quelque chose qu'il a déjà envisagé. Il a déjà dit, allons au-delà juste des webinaires, faisons quelque chose de concret. Et tout ce que tu viens d'énoncer, en fait, déjà, les plans sont en marche. Donc, et on est déjà aligné sur cette vision. Donc, c'est vraiment excellent que tu le soulèves. Et là, je vais laisser Noélie en parler. Je pense que puisque le sujet a été levé déjà et que c'est notre dernier séminaire, Noélie, je pense que tu peux l'aborder un peu plus concrètement, que les gens sachent derrière ce webinaire, derrière cette initiative, qu'est-ce qui va venir après de concret, en fait. Ok, donc merci déjà à vous aussi, au grand frère Léger. Donc, du coup, avec la situation de la crise sanitaire, permettez-moi que je partage justement mon écran pour qu'on voit plus ou moins ce à quoi on a pensé. Après cette crise sanitaire, qui nous a tous confinés, on a jugé utile de digitaliser en fait tout ce qu'on faisait au niveau local avec cette communauté naissante là, la Journée du Code, depuis 3 années maintenant. Donc, en fait, c'est une application mobile qu'on a souhaité mettre en place et je vous présente juste le workflow qu'on s'est donné. Après, on a toujours besoin des appuis. Comme Abou le disait, je prends beaucoup de conseils auprès de lui. Pareil pour Léger, je pense qu'on a échangé il y a de cela des années. Exact. Je prends beaucoup de conseils pour vraiment viabiliser ce projet ou bien cette initiative pour nous tous. Donc, c'est une application mobile qui va avoir 4 axes. Et d'abord, on intègre une communauté. C'est important. C'est autour de cette communauté-là, justement, qu'on aura des séries d'événements pour permettre non seulement de sensibiliser, d'orienter tous ceux-là même qui sont vraiment perdus. Et après ça, il y a aussi des cours pour monter en compétences. Et finalement, une fois que vous montez en compétences, nous, on vous met directement sur des marchés, sur des projets concrètement, avec un espace qui débouche sur l'employabilité. Donc, c'est un peu le workflow d'un citoyen lambda qui est passionné de technologie. Quand il vient, on l'intègre dans une communauté. Après, avec les événements, les initiatives qui se passent ça et là, il pourra lui-même s'orienter pour dire, tiens, je pensais que la programmation était mieux pour moi, mais je suis plus familier au design. Je suis plus familier je sais pas, à l'Arduino. Après, il prend des cours concrètement sur cette plateforme-là, même une plateforme web également. Et après, quand il est compétent, forcément, il va revaloriser ses compétences sur des projets très concrets. Et donc, voilà un peu le projet sur lequel je travaille en interne avec mes équipes. J'avoue que ce n'est pas facile, mais comme Léger l'a dit, moi, je retiens organisation, je retiens résolution de problèmes, je retiens école communautaire. Et c'est vous tous aussi, des grands frères, des guides qui nous donnent cette force-là pour pouvoir avancer et aller jusqu'au bout pour pérenniser toutes sortes d'actions. Alors moi, je me tiens vraiment disponible, quitte à casser peut-être le projet, à le modifier, mais vraiment, je suis très, très disponible pour qu'on puisse aller le plus loin possible et montrer en fait aux yeux du monde qu'aujourd'hui, les données ont changé. Avec la technologie, on peut le faire et on va faire changer les choses. Donc, je suis très, très ravi, très, 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 très ravi et je reste ouvert
pour rebondir en fait sur une initiative de synergie pour aller encore plus loin. Donc, je pense que après, on pourra donner le mot de fin de Léger, mais je me permets en même temps de dire merci très rapidement à tous nos speakers. Vous voyez, pendant cette période-là, c'est-à-dire du 1er avril jusqu'à aujourd'hui, le 29 juillet 2020, on a touché 25 intervenants de la diaspora de manière locale, des personnes qui nous ont vraiment inspirés sur divers sujets. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de Côte d'Ivoire, de Facebook de Côte d'Ivoire, de la Journée du Code. En fait, sur cette initiative, Côte d'Ivoire nous a rejoints, 10 000 codeurs nous a rejoints et bien d'autres personnes de manière volontaire. Je pense à Descan, qui est le designer en chef d'Akil, qui nous a fait des créas très gratuitement. Et quand on voit ça, on voit que la compétence est là. On est vraiment on est réjouis de voir en fait que les personnes s'intéressent à nous et que c'est le moment de fusionner justement pour créer de la valeur. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire avant de laisser Léger clôturer et dire vraiment très disponible pour changer les choses, m'impliquer à fond, même si c'est dans l'opérationnel, pour que les choses voient le jour et permettre à cette nouvelle génération-là d'éclore et de faire de bonnes choses pour l'Afrique et même pour le monde, pourquoi pas. Ok, écoutez, moi en tout cas, Noélie, je pense que comme l'a dit Abou, une initiative, on l'accompagne, on ne la torpille pas. Ok, je pense, je n'ai jamais douté de tes capacités et je te connais, je l'ai dit au début de l'émission. Je pense que tu l'as dans ton sang, tu es un leader. Ok, tu es quelqu'un de très réceptif et quelqu'un de très engagé. Et c'est les deux qualités qui sont rares aujourd'hui. Et je pense que si on y va ensemble, moi en tout cas, ma disponibilité est sans faille. Hein. Tu connais, quand tu as besoin de parler avec moi, tu sais où me trouver. Je pense que de ce côté, il n'y a pas d'équivoque. Hein. Pour moi, il faut communiquer, il faut partager les initiatives. Il ne faut pas avoir peur parce que quand les choses marchent, on va te copier, des gens vont te copier, on va te critiquer. Mais écoute, pour moi, on s'en fout pas mal de ces critiques. Excusez-moi du terme. Moi, je m'en fous pas mal des critiques. Ce que je veux, c'est que si je dois me casser la gueule, que je me casse la gueule vite. OK? Pour reprendre le chemin et aller vers la réussite. Mais je n'ai pas peur comment on dit, de me casser la gueule. Celui qui veut entreprendre et qui a peur d'échouer, bon, l'échec n'est pas une fatalité. Donc, encore une fois, moi, je donne ma disponibilité, mais je pense qu'il y a un réel besoin. OK? Tu as vu ce qui s'est passé à Esatic. OK? La salle était pleine. Les jeunes, quand on a fini le débat, les jeunes, tu vois l'énergie qui dégageait en eux. OK? La volonté qui dégageait en eux. Tu te dis, c'est pas possible. On ne peut pas rester insensible à cela. OK? Je pense que nous qui sommes là aujourd'hui et ceux qui ne sont pas là, qui nous suivent en ligne, je pense qu'on a aujourd'hui le devoir de faire bouger les choses, d'accompagner les initiatives. Je pense que Noélie et Abou, la discussion est entre vous. En tout cas, nous sommes disponibles. Si vous nous invitez, on va… Bon, je ne dis pas si c'est péjoratif. Je sais que vous êtes déjà dans cette initiative-là. Mais en tout cas, nous sommes disponibles à vous accompagner. Et je pense que je parle aussi au nom des autres qui sont là, qui partagent ce que nous sommes en train de dire. Allons-y les gars, je pense que c'est l'heure. Un des chanteurs ivoiriens a dit « Mon heure a sonné ». Je pense que notre heure a sonné. Il va falloir vraiment qu'on y aille, ok? Mais il ne faut pas qu'on perde du temps. Allons-y. Pas aveuglément, mais allons-y sûrement, lentement, mais sûrement. Voilà. Merci en tout cas à tous les participants. Merci à tout le monde. Je suis disponible. Vous avez mon email. Voilà, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis encore ivoirien. Ok. Et je pense même le rester, quoi. Voilà. À vous. Je compte sur toi pour m'héberger, quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est la famille. Merci.
En tout cas, vraiment, merci. Merci. Et on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis durant tout ce temps-là. Déjà, bonne soirée chez vous. Et puis, on reste en contact. Soyez connectés sur nos différentes pages. Il y a des initiatives qui arrivent. Et comme on l'a dit très prochainement, dans pas longtemps, on va passer à l'action pour encore plus d'impact. Donc, merci vraiment à Léger qui a pris de son temps. Merci pour tous ceux-là aussi qui ont été connectés jusqu'à cette heure-là. Merci et bonne soirée à tout le monde. Et merci. Merci, boss.